Et voir maintenant une association que vous connaissez, puisque vous aviez fait appel à elle, qui s'appelle l'association Anticorps. Et c'est une association qui a été d'ailleurs co-créée par le juge Alphen, qu'on va retrouver sitôt après. C'est une association de citoyens qui se dresse contre ces corruptions-là, contre ces agissements-là, et qui essaie de les dénoncer partout où ils se produisent. C'est un reportage de Jean-Carl Lambert, d'Olivier Gardette et de Michael Bozo. T'as eu du neuf, toi, de ton côté? Quand il parle affaires, Éric Darc ne reste jamais longtemps au téléphone. Et puis, accessoirement, ça va affoler la meute. Il appelle toujours en numéro masqué. À partir du moment où je mets les pieds dans le plat, le maire, il va commencer à craindre, quoi. Et il ne prononce jamais de nom propre. Depuis 15 ans qu'il traque la corruption dans le nord de la France, la méfiance est devenue une seconde nature. Où est-ce que vous nous emmenez là, monsieur Darc ? Dans un endroit que je ne vous nommerai pas, mais que je vais vous montrer. C'est un endroit où j'entrepose des dossiers. C'est un des endroits où j'entrepose des dossiers. Donc, vous ne gardez pas ça chez vous? Non. J'ai pris cette habitude parce que je ne suis pas à l'abri d'un cambriolage. Vous pensez qu'on serait tenté de venir vous piquer des documents? On ne sait jamais. Alors, par contre, je vais vous demander d'arrêter de filmer. Quelque part dans l'agglomération lilloise, Éric Darc nous emmène dans l'une de ses 10 planques. Au fond de cet entrepôt, un ami lui a trouvé une cachette insoupçonnable. Un petit placard pour des gros dossiers qui pourraient gêner pas mal de gens dans la région. Il y a le grand stade qui embête beaucoup de monde, l'Ambersart qui embête un peu de monde. Chacun de ces documents est copié en 10 exemplaires et réparti dans 10 cachettes différentes. Dunkerque, c'est clos. L'os, ça c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. C'est de la corruption à chaque fois? Ah bah là, c'est des élus qui ont eu un trop perçu sur leurs indemnités. Éric Darc ne laisse rien passer aux élus du Nord. De petits arrangements en grosse magouille, les dossiers s'accumulent. Sur 85 communes de la communauté urbaine, j'en ai 77 sur lesquels j'ai des dossiers. Voilà. Cet incorruptible n'est pas seul dans son combat. Aux quatre coins du pays, des citoyens ordinaires sont entrés en guerre contre le gaspillage de l'argent public. Sur la Côte d'Azur, Jean-Christophe Picard scrute les moindres décisions des élus. Permis de construire douteux, passe-droit, corruption, marché truqué. Ces hommes discrets montent des dossiers et n'hésitent pas à s'attaquer à plus fort qu'eux. Ils veulent mobiliser les Français pour une démocratie plus exigeante. Moi je crois qu'à Valoris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen. Rencontre avec ces empêcheurs de détourner en rond. Soir de match au grand stade de Lille, 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le LOSC affronte Toulouse dans cette enceinte inaugurée il y a à peine 3 mois. Éric Darc découvre le stade pour la toute première fois, avec plaisir, mais son bonheur n'est pas total. Il est beau, il est un beau galet, il est bien. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il coûte 108,5 millions de trop. Au départ, un autre projet avait été retenu. À peu près les mêmes prestations, mais 30% moins cher. Et puis les élus de la communauté urbaine ont changé d'avis. Pour aller au match, les contribuables vont devoir payer 108 millions d'euros de plus. Un revirement suspect pour M. Darc. Et si le LOSC a gagné ce soir, lui pense qu'avec ce stade, tous les nordistes ont perdu. Il y a beaucoup de gens qui se résignent à dire les élus ont décidé, puis de toute façon on ne peut rien y faire. Ben, moi j'estime qu'on ne peut pas ne rien y faire. Et j'entends lutter. Je ne gagnerai peut-être pas, mais en tout cas je vais me battre. Éric Darc soupçonne une affaire de corruption. Il a porté plainte. Une enquête préliminaire est en cours. Le lendemain, direction Paris. Le chevalier anticorruption a rendez-vous avec son avocat. Voilà bientôt 15 ans que ce conseiller fiscal consacre une bonne partie de son temps et de son argent à chasser corrompus et corrupteurs. Vous avez collusion en chaîne à Bruxelles, donc ils font allusion à John Dalli et à sa démission.
Et vous avez Gaston Floss, dont on ne saluera jamais assez les exploits. 56 emplois fictifs, etc. Il a été condamné en première instance, il le sera très vraisemblablement en appel. On vous sent bien fâché, hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les politiques? Ils doivent montrer l'exemple, c'est eux qui montrent la voie aux autres. Ou en tout cas qui sont censés la montrer. Or aujourd'hui, c'est surtout faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Parce que ce que je fais n'est pas beau à voir. Avec le temps, Éric Darc a appris à être patient. Les dossiers judiciaires s'étirent souvent sur de longues années. Ah oui. Bonjour maître. Dans l'affaire du Grand Stade, le Lillois a déposé plainte il y a déjà 6 mois. Et depuis, silence radio absolu, pas de nouvelles. En droit, c'est pas tout à fait comme ailleurs, pas de nouvelles, ça n'est pas toujours significatif de bonnes nouvelles. Éric Darc a porté plainte pour faux, car à la communauté urbaine de Lille, un premier rapport d'experts avait conclu en faveur d'un autre projet, NORPAC. Mais brutalement, le jour du vote, les élus choisissent le projet Eiffage et un deuxième rapport fait son apparition. Vous avez le rapport du 23 janvier, le rapport du 1er février. Alors, tout ce qui est surligné en orange change. C'est-à-dire, en fait, très très peu de choses. 4 lignes de modification sur 80 pages, mais surtout, bizarrement, les notes attribuées aux différents projets ont été changées. NORPAC est rétrogradé, alors qu'Eiffage progresse et passe juste devant son concurrent. C'était NORPAC qui était pressenti, et puis au dernier moment, c'est Eiffage qui sort du chapeau. Et donc ensuite, on écrit un rapport qui vient corroborer la décision politique qui a été prise. Et ces notes qui ont été changées nous coûtent 108,5 millions d'euros. C'est forcément une histoire de corruption? Alors, à 100%, on ne peut pas l'affirmer, en tout cas pour l'instant. Ça peut aussi être une incompétence crasse des politiques et des services techniques. Ça peut aussi s'expliquer par l'opération du Saint-Esprit ou par je ne sais quoi. Mais pour moi, ça a un fleur bon ou mauvais, j'en sais rien, la corruption dans ce dossier. Maintenant, la justice est là pour trancher et pour décider ce qu'il en est. La communauté urbaine de Lille réfute toute accusation de corruption. Le militant, lui, ne se fait pas d'illusions. Si procès il y a, ce ne sera pas avant plusieurs années. À l'autre bout de la France, à Nice, Jean-Christophe Picard partage les mêmes convictions que le nordiste. Comme lui, il appartient à l'association Anticorps. Lui aussi est un lanceur d'alerte contre la corruption. Sur la Côte d'Azur, selon lui, les malversations coûtent cher et tout le monde paye. L'argent a toujours été gaspillé, la ville de Nice a été régulièrement pillée et on a des retards criants un peu partout en termes d'infrastructures, en termes de services publics. C'est quand même assez paradoxal. Et quel rapport avec la corruption? Parce que quand une ville est mal gérée, elle aura forcément des services publics de moins bonne qualité ou avec beaucoup de retard. Et voilà comment on arrive à Nice avec une seule rame de tram en 2012, la 5e ville de France. Jean-Christophe a rendez-vous à Valoris, sur les hauteurs du golfe d'Antibes. Le dossier du jour, un permis de construire douteux dénoncé par un militant local d'Anticorps. Il retrouve cet agriculteur, Jean-Noël Falcou, devant le chantier de 2 villas en construction. Un chantier bien protégé. Elles sont quand même assez imposantes en termes de... Impressionnant. Puis là d'ici, vous voyez peut-être la piscine à débordement. On les voit bien là, Piscine à débordement, terrasse avec vue imprenable sur la Méditerranée, sur 2,5 hectares de terrain, voici ce qui intéresse tant les deux hommes. 2 petits palais appartenant au prince Bin Fahd, le neveu du roi d'Arabie Saoudite. Il a eu le permis de construire en 2007 et elles sont en construction, elles ont été mises en construction dans la foulée et là ça fait 1 an que les travaux sont suspendus à peu près. Il y a encore 5 ans, ce terrain était inconstructible. Mais l'émir a obtenu son déclassement et a pu bâtir ces 2 villas de 1000 mètres carrés chacune. Le gros œuvre à peine fini, elles sont déjà en vente pour plus de 50 millions d'euros. Ça me rend fou, ça me rend fou, mais ça énerve, enfin, j'espère que ça rend fou toute personne qui a connaissance de tels faits, quoi. Enfin, dès le moment où on est au courant de telles affaires, qu'il y a des puissants qui fraudent, qu'il y a des hautes personnalités qui fraudent, il est normal de déposer plainte, c'est une évidence. Y a-t-il eu un tour de passe-passe administratif pour réaliser une opération immobilière ultra rentable?
C'est ce que soupçonnent les deux militants. Qui c'est qui a fait ce plan en 2016? Le prince arabe a face à lui un agriculteur et un employé de mairie qui, avec le temps, sont devenus de vrais détectives. Ça, c'est le terrain de l'émir, ici, jusqu'en 2005, avant qu'il y ait la modification du plan local d'urbanisme. Et là, sur cette partie, on voit que cette partie-là, vous voyez, qui était en zone classée, boisée, protégée, on la passe en constructible. C'est là où sont les villas aujourd'hui. C'est là où sont les deux villas aujourd'hui. Et 2,5 hectares qui n'étaient pas constructibles et qui le deviennent, ici sur la Côte d'Azur, c'est... Ah, c'est une plus-value incroyable, incroyable. L'association Anticorps a porté plainte pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Une enquête préliminaire est en cours. À la mairie de Vallauris, on réfute en bloc ces accusations. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, merci. Le terrain est devenu constructible suite à une décision de la commission des sites de la préfecture. Mais le maire pouvait s'opposer au projet. Il ne l'a pas fait et affirme que dans cette affaire, tout est parfaitement légal. Je peux vous dire que dans tous les pas que j'ai pu faire dans cette affaire, j'ai eu le contrôle de la légalité. Si la commission décide on peut construire sur 2,5 hectares, vous pourriez dire il n'y a pas d'intérêt pour la commune à rendre constructible ce terrain, je ne donne pas mon feu vert. Je pourrais, oui. Je pourrais dire aussi il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un centre Leclerc, je pourrais. Mais derrière, j'ai des jeunes chômeurs, moi, dans mes quartiers sensibles. Je ne vois pas non plus l'intérêt de dire non pour le plaisir de dire non. Le maire souligne que dans la transaction, sa commune a pu racheter au prince saoudien 9 hectares de terrain, bientôt transformés en jardin public. À Vallauris, la polémique prend de l'ampleur. L'équipe du maire distribue des tracts. De façon à ce que chacun soit parfaitement informé. Très bien. Juste devant la salle où Anticorps organise une réunion débat sur la corruption. Parmi les intervenants, Jean-Noël Falcou et Jean-Christophe Picard. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames. Trafic d'influence, usage de faux, prise illégale d'intérêt. Les 200 personnes du public ont d'abord droit à un petit cours de lutte anticorruption. Sachez qu'un élu condamné à rembourser une commune, parce qu'il a piqué dans la caisse, on va dire les choses, eh bien, il peut bénéficier d'une remise gracieuse votée par le conseil municipal. C'est arrivé 2 fois à Nice. C'est assez étonnant, d'ailleurs, vous êtes condamné, mais vos copains se réunissent en disant oh, c'est pas grave, garde tes millions. À vous entendre parler, je vois que ce fléau qu'est la corruption, il n'est pas sanctionnable. Parce que les procédures sont longues, monsieur le préfet ne réagit pas. On est dans un département très particulier où la logique clientéliste est une logique courante d'un certain nombre des responsables politiques de notre département. Moi, je crois qu'à Vallauris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de combat impossible. Tant qu'il y aura des élections, madame, on pourra changer les personnes et donc on pourra changer les pratiques. Selon Jean-Christophe, les réunions anticorruption n'ont jamais eu autant de succès que depuis la crise. Un intérêt du public qui réconforte, car le plus souvent, face aux pressions et aux lenteurs de la justice, ces chevaliers anticorruption se sentent bien seuls. À Lille, quelques jours avant notre tournage, Éric Darc a bien failli tout plaquer, par lassitude. Une milanaise pour moi, direct. Lorsqu'il a des doutes, c'est son vieux copain Benoît, une figure de la vie locale, qui lui remonte le moral. Vous avez déjà pensé à acheter l'éponge? Ah oui, bien sûr, oui, plusieurs fois. Surtout la semaine dernière. C'est surtout lui le premier. Surtout. Et c'est moi qui trinque, hein, c'est moi qui trinque. C'est lui qui trinque, de toute façon. Quand il est énervé, mais je le connais. Pendant 3 jours, il dit je laisse tout tomber, et puis il revient, la preuve. Il est revenu. 2 à 3 fois par semaine, les deux hommes refont le monde. Un monde plus honnête, plus propre, On verra. un monde d'incorruptibles. Moi, je sais, je vous le dis, si je faisais une connerie, il me dénonce. C'est pas vrai, Eric? Même son copain de 10 ans. Et alors, il a raison. C'est à tel point qu'un commerçant ne peut pas m'offrir un café. Vous n'acceptez pas un café? Non. Et c'est une question de principe. Je n'accepte rien en réponse à ce que je fais. Pour être libre? Absolument. C'est-à-dire que moi, je peux dire merde à qui je veux. Une escalope milanaise, un vieux copain, Éric Darc est reparti pour un tour. Une nouvelle affaire vient à lui. Je vous donnerai aussi des pièces concernant des marchés. Cet homme lui remet un dossier sur une régie de transport en commun qui multiplierait les marchés truqués. Éric Darc va devoir vérifier toutes les pièces avant éventuellement de porter plainte. Dans le collimateur, une fois de plus, des élus qui risquent de lourdes amendes.
bientôt. voire des peines de prison. Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Olivier Gardet. Et on est ici dans un lieu symbolique. On est dans ce billard près de la place de la Nation avec vous, Eric Alphen. Alors on vous connaît comme juge d'instruction de l'affaire des HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. On va en parler. Mais vous êtes aussi le fondateur de le cofondateur de cette association Anticor. Anticor, c'est vous? Voilà, c'est moi notamment. C'est-à-dire qu'en 2002, en réaction au fait que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour, et parmi les raisons qui faisaient que les gens disaient avoir voté pour lui, il y avait l'honnêteté en politique. On a décidé de ne pas laisser ce discours à un parti en plus extrémiste et de créer notre association. Donc on vient de fêter nos 10 ans. Donc 10 ans à traquer la corruption, 10 ans à chercher partout ce qui n'allait pas. On voit ces personnages, hein, on les sent investis, plus qu'investis dans cette mission-là. Ça a presque un côté un peu maniaque quelquefois, alors, un peu obsessionnel. Je ne sais pas si Éric Darc et Jean-Christophe Picard sont maniaques, mais toujours est-il qu'on a besoin de gens comme ça qui vont chercher, qui vont soulever les dossiers, voir ce qu'il y a en dessous, tout simplement parce que la corruption, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui vicie la démocratie. La démocratie, c'est on met le bulletin dans l'urne, on fait confiance à quelqu'un qu'on élit, et après on espère qu'il va s'occuper de l'intérêt général. Or, au lieu de s'occuper de cet intérêt-là, eh ben, il est le jeu d'intérêts particuliers. Donc c'est un poison. C'est un poison pour toute la démocratie en général. Bon, mais est-ce que ça va si mal que ça? Parce que je regardais les chiffres justement des condamnations pour corruption ou d'autres faits qui s'y rapportent. En 2010, par exemple, en France, ces chiffres-là, ils sont assez modestes. La corruption, c'est 44 cas de condamnation. Le favoritisme, 21. Le trafic d'influence, 19. Ça va pas si mal. Mais ça, c'est les procédures judiciaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas de corruption qui échappent aux mailles du filet. Et malheureusement, je suis bien placé pour savoir que quand la justice essaye de s'intéresser aux élus, ben, le plus souvent, elle fait chou blanc. Ça aboutit soit à une absence totale d'enquête, soit à des décisions qui ne sont même pas symboliques. Vous avez enquêté sur l'affaire des Hauts-de-Seine et de Paris surtout, et oui. de Paris, des HLM. Voilà. Ça a été une grosse histoire, on a parlé beaucoup, etc. Vous avez été vous-même l'objet de manipulation, d'intimidation, de manœuvres pour vous faire lâcher prise sur le dossier? Bah, c'est sûr que quand on voit qu'on a affaire à un juge qui essaie de faire son métier comme je me vante d'avoir essayé de le faire, bah, on essaye de l'intimider. Alors j'ai eu des écoutes téléphoniques, des filatures, des petits mots sur mon pare-brise disant alors comment c'était le match au Parc des Princes samedi dernier avec votre fils. Histoire de montrer qu'on vous suivait bien partout. Bien on sûr, savait toujours ce que vous faisiez. Au téléphone, vous entendez un troisième interlocuteur qui vous parle. C'est pas un bruit de fond, c'est quelqu'un qui vous répond au téléphone. Il se mêle de votre conversation? Absolument. Et puis, monsieur personne, comme absolument. Ça qui vous parle, Alors, on ne sait jamais si c'est pour vous intimider ou pour vous prévenir. On ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi. Mais du coup, c'est vrai que quand la justice essaye de faire son travail, eh ben, on lui met tout pour essayer de l'empêcher d'aller au bout, que ce soit des moyens judiciaires ou juridiques, ou des moyens que j'ai appelés, moi, dans mon livre 7 ans de solitude, les coups tordus. Bon, les coups tordus, c'est ce livre-là, hein, c'est 7 ans de solitude. Vous dites, la justice ne peut pas vraiment faire son boulot. On vient d'avoir justement la commission, effectivement, Lionel Jospin, sur la moralisation de la vie publique, qui parle beaucoup des conflits d'intérêts. Hein, c'est un des points importants de ses préconisations, on va dire. On a besoin de grosses réformes lourdes pour essayer de moraliser notre vie publique? Le rapport Jospin va évidemment dans le bon sens. Après, on va voir s'il y aura des suites, ce qui n'est pas entièrement certain. Mais il y a quelque chose qui est totalement oublié, c'est le fait de limiter dans le temps les mandats politiques. Quand on a quelqu'un qui est maire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, comme ça se passe souvent dans le nord ou dans le sud de la France, forcément, la pression à laquelle on est le plus facilement sensible, c'est la pression de l'amitié. Elle joue un rôle dans l'attribution des marchés, des permis de construire. Et c'est pour ça que c'est un des grands oublis de la commission Jospin, c'est le fait de limiter les mandats dans le temps. Et deuxième chose, on parlait de la justice tout à l'heure, mais ce que nous, on prône depuis longtemps à Anticor, c'est l'inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière. Pour nous, c'est absolument vital. C'est-à-dire que quand un policier est pris pour corruption, non seulement il est condamné par le tribunal, mais en plus il est révoqué par son administration. Or, l'élu, lui, les rares fois où il est condamné, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est rare que les hommes politiques soient condamnés par la justice, mais après, il se représente normalement, il est à nouveau candidat à des postes, alors que finalement, il a vicié la confiance du citoyen. C'est absolument anormal et on considère, nous, qu'il y a suffisamment de bonne volonté pour laisser la chance à des gens honnêtes et non pas
renouveler l'absence de confiance dans des gens malhonnêtes. Des mandats moins longs et plus de sévérité quand les gens effectivement font des faux pas. Absolument. Maintenant, vous faites des polars. Le dernier en date, c'est Eric Alphen, La piste du temps. Beau polar. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous a coûté, cette histoire, dans votre carrière de juge? Et comment on sort de ce genre de machine à broyer médiatique et politique quand on est juge d'instruction? Non, ça n'a pas été toujours facile au moment où ça s'est passé, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, avec interférence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donc c'était un petit peu dur à gérer. Je pense avoir surmonté tout ça, et puis maintenant, voilà, je viens dans les billards à la Nation. Merci en tout cas, merci d'être venu dans cette remercie. salle de billard de la Nation pour nous parler de ces affaires-là, de corruption, des élus et de ce que vous proposez, vous, en termes de réforme dans votre association Anticorps. Voilà, merci aux autres lieux qui nous ont accueillis, l'hôtel Regina, le billard Clichy-Montmartre, pardon. Merci donc à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fil, Joël Bruandet, Thomas Auro à la rédaction en chef, que ce soit Macha Fogel au plateau, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que dans une semaine, on parlera de cet islam qui a tendance à diviser, qui fait polémique, et de la façon dont il est perçu et dont on va dire qu'il s'assimile, mais il se noie dans la société française ou pas. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse bien sûr avec le grand public, Aïda Touiri. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.